La loi n'est pas faite pour les pauvres. Là. La justice n'est pas pour les pauvres, là, pour les précaires. Il n'y a aucune justice pour les précaires. C'est pas dans un monde égal là, pour tout le monde. C'est pas vrai que les droits et libertés sont respectés de ce côté-là. Là. Dans n'importe quel système, genre, le changement doit se faire de l'intérieur. Fait que je pense que ça devrait commencer derrière les murs. Comme je t'ai expliqué tantôt, ça devrait être des centres adaptés aux individus, puis avec des services qui les aident à se relever dans la société et non de les faire caler dans la société en leur tapant un coup de fouette. Là, c'est vraiment un modèle d'engenre, un modèle religieux on a encore la mentalité que quand quelqu'un commet un crime, il faut les punir. Quand quelqu'un commet un crime, la majorité du temps, c'est une forme d'appel à l'aide à la société. Genre, la personne, elle va pas bien, clairement. Là. Des fois, tu as juste besoin genre un peu d'amour, puis d'encouragement, de reconnaissance, puis des formations, les aider à retrouver le milieu du travail. Oui, il y a des programmes comme ça en prison, mais c'est tellement genre oppressé que les gens ne peuvent pas en profiter vraiment. Là. Il y a tellement d'histoires de violence systémique, puis là, tu sais, je dis violence systémique, là, c'est une personne trans, un cas qui s'est passé là, OK? Cette personne-là s'en va passer un scan. Puis cette personne-là, son nom est changé légalement. Cette personne-là a une carrure un peu masculine, une mâchoire un peu masculine, mais et la personne, infirmière, je ne sais pas si c'est un infirmier ou une infirmière ou peu importe, cette personne infirmière-là refusait de l'appeler madame et l'appelait monsieur devant tout le monde. Elle est en robe. Elle te montre son papier qui est changé. Mais parce que quelque part dans le dossier, c'était marqué son dead name. Fait que lui, c'est comme non, c'est ça. C'est comme ça que je t'appelle. Puis ben, les gens n'ont pas l'énergie pour porter plainte. Fait que ces situations-là se répètent. Fait que là, les gens, ils vont développer des problèmes de santé, puis ils ont peur d'aller consulter. Parce qu'ils ont peur de vivre des mauvais traitements. Puis ces histoires-là, ça circule dans les médias sociaux. Fait que là, tout le monde se sent menacé en allant dans ces endroits-là. Parce que si la personne est habillée en femme, en robe, dans l'aire d'attente du CLSC, de l'hôpital, puis qu'on l'appelle Monsieur Robert Untel, est-ce que la personne en robe, maquillée, habillée en femme, va se lever pour aller à la porte numéro 7? Non. Elle va rester assise. Elle va attendre un peu, puis demander, elle va juste s'en aller. J'accompagne aussi des fois des gens. J'ai accompagné une personne en soins de santé, tu sais, puis c'était une question. La personne voulait vraiment qu'elle soit hospitalisée là, parce qu'elle pourrait mourir, tu sais. Puis la façon qu'on est reçu, si j'aurais pas montré ma carte pour l'organisme que je travaille, on serait fait arriver de bord, elle serait fait arriver de bord tout de suite. Pourtant, elle était très polie, très adéquate, soit avec des tics de consommation, mais pas méchante, ça. Pourquoi tu penses que ça serait fait virer de bord? Bien, parce que les gardes se sont levés, tout ça. Dès qu'on est rentré, là, se sont tous levés, puis madame, pourquoi vous venez ici, puis ci, puis ça. Puis là, c'est moi qui disais, écoutez, je l'accompagne, elle va pas bien, si je peux parler, tu sais. Elle va pas bien, mais elle n'est pas dangereuse, je suis avec elle.
Et le système de santé, c'est beaucoup protocolaire. Puis les protocoles avec des personnes marginalisées, ça ne marche pas toujours. On devrait consulter les personnes marginalisées de participer au protocolaire. Parce qu'il y a beaucoup de colère sinon qui sort de là, tu sais. Pas qu'ils disent qu'ils participent à ça, puis la décision est déjà décidée, puis que ça paraît bien politiquement, hein? Parce que les pièces de théâtre, on est capable d'en faire nous autres aussi, tu sais. Mes collègues soignants, infirmières, puis tout ça, tu sais, la société, ils me disent tu t'occupes de ça, ce monde-là, toi? C'est pas fiable. C'est bien trop dur. Moi, je les regarde et je dis non, ils sont pas difficiles. Ils sont différents. Puis si c'était ta fille, là, alors, tu vois, je t'ai donné le préjugé, le rejet. Je peux appeler ça, mettre des grands mots là-dessus, mais tu t'occupes de ça, toi? C'est bien trop dur, c'est pas fiable. Ils viennent pas à leur rendez-vous. Pardon? Ils viennent pas à leur rendez-vous, mais je peux te dire 80% ils viennent à leur rendez-vous ici. Il y en a 10% qui appellent pour dire je ne peux pas y aller parce qu'il neige. Puis il y a 10% même si on apprend la journée d'après qu'ils se sont cassés une jambe, qu'ils sont morts, bien le jour, ils n'étaient pas là. Ils sont très fiables. Puis quand les gens apportent des choses, je les mets là-dedans. Plutôt que ça tombe en bas. Moi, j'ai la combinaison. Donc, je fais la combinaison. Je peux ouvrir la porte, puis avoir accès aux résidus des produits qui sont là, puis on travaille ici avec ça. La première chose qu'on fait, c'est les languettes, comme tu as vu en haut, à tout le monde. Parce qu'il est important de donner un renseignement là, pas dans 15 jours. Parce que les gens qui portent surtout les produits nouveaux, ils veulent savoir, est-ce qu'il y a dedans, y a-t-il des produits dangereux? Alors, avec la languette, on peut dire, oh, attention, probablement qu'il y a de la morphine et du fentanyl, ou morphine et coke, ou quelles que soient les choses que tu trouves. Donc, l'information, c'est ça. Les gens meurent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ça. OK. Fait que là, pour commencer le processus, on va juste jaser un petit peu des limites de ce qu'on pourrait utiliser comme moyen pour tester les drogues qu'on a amenées ici. Donc, pour commencer, ce serait de parler un petit peu de la machine qui est là-bas, qui est le FTIR qu'on appelle. Cette machine-là est quand même, c'est la meilleure technologie, je dirais, la plus fiable qu'on a avec nous, mais elle a quand même des limites importantes qui sont importantes de comprendre. Tout ce qui est en présence de 5% et moins, c'est des choses qu'on ne verra pas du tout avec cette machine-là. Donc, ça se peut très bien que des produits puissants ou même le principal qui nous intéresse, on ait du mal à l'identifier en analysant avec cette machine-là, malheureusement. Mais ça reste quand même quelque chose qui nous permet d'aller des fois jusqu'à 4 ou 5 composantes ou produits différents qui pourraient se retrouver dans l'échantillon qu'on est en train de tester. Mais si on a plutôt 20 composantes, je dis n'importe quoi, mais on ne serait pas capable d'aller jusque-là. Fait que c'est le genre de limite qu'on a. Ici, on a encore un autre bel exemple de gentrification sociale. Si vous remarquez ce coin de rue-là, il est quand même célèbre, notamment le Da Giovanni qui est là depuis des dizaines d'années. On est en face de la place Émilie-Gamelin. Tous ces commerces-là sont barricadés parce qu'en fait, tout le coin de rue va être rasé pour faire place, bien entendu, à un gros projet de condo. Alors, vous me direz, c'est normal que les commerces soient barricadés puisqu'ils sont fermés, on les a rachetés, ils vont être éventuellement détruits. Sauf qu'ici, juste en dessous du Amir, on s'est pas contenté seulement de placarder le commerce lui-même. On a mis des gros placards devant l'entrée parce qu'il y avait une espèce de galerie ou de place où, encore une fois, les
itinérants pouvaient s'en servir pour dormir à l'abri, ce qu'on appelle dans le langage commun un squat. Alors il y a des gens qui ont été là pendant plusieurs mois cet hiver et un peu avant. Là aussi, on pouvait au moins les laisser dormir tranquilles, faire leur petite affaire. Mais non, évidemment, la réponse de la Ville de Montréal, c'est du placardage, du clôturage, des grilles et ce genre de méthode pour chasser toujours plus loin les gens qu'on ne veut pas voir dans le paysage. Alors, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Ici, on a la statue de Madame Émilie Tavernier-Gamelin qui a donné son nom à la place Émilie-Gamelin qui est juste en arrière. C'est une dame, une religieuse qui avait fondé l'accueil de Providence afin d'aider les familles nécessiteuses qui tendaient la main aux plus pauvres pour leur donner nourriture, réconfort, un peu de chaleur humaine. Alors, on a érigé cette statue ici au métro Berry dans l'Édicule en l'an 2000. Et comme vous le voyez, Mme Gamelin, elle ne tendra plus jamais la main à personne. Dans les Laurentides, c'est le désert, là. Tu sais, souvent, le 8 à 1, là, il nous réfère à nous. Puis, on est un organisme communautaire. On n'est même pas subventionné pour ce volet-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Fait que, tu sais, c'est comme... Tout est un peu absurde. Tu sais, dans les dernières années, les besoins ont explosé parce que, tu sais, la non-binarité puis tout le spectre, parce que là, t'as plein de déclinaisons. Fait que ça touche à plein de monde qui sont à quelque part, tu sais, dans le spectre. Ça, là, les jeunes d'aujourd'hui s'associent beaucoup à ça. Font, hey, moi, je me sens pas exactement. Fait que t'as une demande qui explose, puis t'as une société qui est comme, OK, je suis pas encore rendu là. Donc, il y a pas de service, mais les jeunes, eux, sont prêts, tu sais. Fait que c'est comme si ce qui était, tu sais, une pointe de table de 2% de population, il y a 30 ans, là, ça va être rendu comme 20%. Mais la société n'a pas adapté ses services parce que, tu sais, ça va plus vite, la demande va plus vite que les services, puis des spécialistes, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais que les chiens de la rue, avec les jeunes, en tout cas de la rue, ils leur permettent une survie qui est différente, mais en tant que tel, non. J'ai même envie de vous dire que je trouve souvent que les chiens, avec les jeunes itinérants, je parle des jeunes itinérants parce que c'est la population avec laquelle je travaille, mais sont plus stables et ont leurs besoins qui sont plus répandus que des chiens d'appartement, par exemple, ou qu'on garde enfermés je sais pas moi, 22 heures par jour et ils sortent 2 heures par jour en sachant les besoins des chiens au niveau de leur physique, de stimulation, de voir des choses, etc. Je trouve que les chiens qui sont dans la rue ont en général leurs besoins sociaux qui sont répandus, que ce soit avec les gens, que ce soit avec d'autres chiens, parce qu'en général ils sont en groupe. Et j'ai juste envie d'ajouter, pour si jamais, que c'est pas des chiens qui meurent de faim. En général, ils mangent bien avant leur personne et puis ils mangent bien. Qu'est-ce qui t'a amené à donner du temps chez Pops? Ta raison à toi personnelle de donner du temps chez Pops? Dans le fond, de donner du temps pour les jeunes, avec les personnes... peut-être, c'est ça, les jeunes chez Pops, là, qu'est-ce qui t'a cliqué, qui a fait que tu voulais donner du temps? Je les aime. Well, I woke up this morning to find, oh yes, the devil was crossing me.